Retour dans la semaine de l'écho. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Ricard, qui est président cofondateur de l'organisation humanitaire Karuna Secen. Votre dernier livre, 3 amis en quête de sagesse, chez Alary Éditions. Loïc Lemmer, fondateur et président de la plateforme Leaders, et Driss Kaitouni, fondateur de Dabadoc et puis dabadoc.com et Young Global Leader. Alors Loïc Lemmer, quel est finalement le potentiel de cette révolution industrielle? C'est vrai qu'on parlait beaucoup de l'intelligence artificielle, de la menace qu'elle peut représenter aujourd'hui. Où en est-on au final? C'est très intéressant de voir le débat actuel avec des leaders comme Elon Musk par exemple, qui crée un fonds il souhaite investir dans toutes les entreprises, toutes les startups qui se lancent dans l'intelligence artificielle, juste pour contrôler les dérives possibles. Il veut juste avoir l'information. Donc lui-même en a peur finalement. Ah oui. Non, c'est très sérieux. Ces dérives. C'est très sérieux. Les machines commencent. Google à racheter une entreprise à Londres qui vient de démontrer qu'une machine est capable d'apprendre à jouer. Vous savez, à tous ces jeux auxquels on jouait il y a 20 ans, les jeux Atari, les Invaders, les jeux un peu auxquels moi je jouais quand j'étais petit. Cette machine est capable d'apprendre toute seule de zéro, c'est-à-dire qu'on ne la programme pas, en n'ayant aucune expérience auparavant, à jouer à ces jeux. En 48 heures, elle joue mieux, elle est superhuman, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle est capable de gagner contre n'importe quel homme, pareil pour les échecs. Donc, en effet, ces machines commencent à être très capables, beaucoup plus performantes, absolument. Et donc, il y a une vraie, je pense, moi je suis d'accord, il y a un vrai risque et il faut le surveiller. Les applications vont être fantastiques pour nous aider, par exemple, à nouveau dans les voitures. Ma voiture, déjà, j'ai une Tesla, freine plus vite que moi. Si la personne en face freine, ma voiture va le faire beaucoup plus vite, parce que moi, il faut que ça vienne à mon cerveau, que je réfléchisse, le type d'en face freine, Bon, alors que là, c'est immédiat. Donc, elles sont bien meilleures pour éviter des accidents, mais il y a aussi d'énormes risques. Mais les risques, justement, quels sont-ils exactement? Qu'est-ce qu'il redoute véritablement Elon Musk? C'est le fait que quelques compagnies, justement, mettent la main sur les robots les plus puissants de la planète? Non, c'est qu'on perde le contrôle des machines. Et ça se passe déjà sur les marchés financiers. Ce n'est pas de la science-fiction. Énormément de hedge funds sont déjà de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'humains qui décident s'ils achètent ou ils vendent. Ça se fait automatiquement. Et c'est déjà une très forte menace. Les marchés financiers partent dans un sens ou dans un autre sans aucune intervention humaine. 400 millions de transactions par seconde. Les humains n'ont rien à voir. Mais quand vous dites surpasse les humains, mais sur quel point de vue? Déjà, un bulldozer surpasse largement les humains sur la force physique. Mais un bulldozer a besoin d'un conducteur. Mais non, je sais bien, mais malgré tout, pour avoir un bulldozer automatique, ce n'est pas la question. Surpasser dans quel domaine? Ça ne fait rien d'être une machine. Vous n'avez aucune expérience. Vous pouvez faire ces choses parfaitement, répondre à toutes les questions, faire semblant de... Mais il n'y a pas une expérience vécue, il n'y a pas de conscience. Et les spécialistes, les plus grands spécialistes de la conscience en neurosciences, sont tous d'accord sur le sujet. Que disent-ils alors? Ils disent que même si vous pouvez faire un cerveau artificiel avec les 100 milliards de neurones et reconstituer ça, vous vous comporterez de façon intelligente, mais il n'y aura aucun ressenti. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'expérience à la première personne. Donc cette richesse-là, on en a besoin. Enfin, vous dites, elle est fondamentale. Évidemment, c'est ce qui nous fait qu'on est des êtres humains plutôt que des machines qui pensent, ou qui ne pensent rien en fait, mais qui fonctionnent comme si, qui sont extrêmement habiles pour résoudre des problèmes, se comporter d'une certaine façon, accomplir des tâches, mais ça ne fait rien. Vous n'avez pas la moindre expérience d'être une machine. Driss Kaitouni, est-ce qu'il y a un potentiel pour la jeunesse, justement, dans cette révolution, dans cette accélération de la révolution industrielle? Et je pense qu'une chose qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est que toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles plateformes, oui, peut-être que ça coupe des emplois, ça crée des autres emplois, mais aussi ça change les coûts de vie. Par exemple, Uber a créé tout un nouveau marché pour des gens qui, avant, ne pouvaient pas prendre un taxi. Aujourd'hui, ils peuvent parce que ça coûte 2 fois moins cher. Une autre chose qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est que il y a peut-être 20 ans, une personne avait en moyenne 3, 4, 5 emplois durant sa vie. Aujourd'hui, une personne à San Francisco a 3 emplois en même temps. Loïc, tu habites là-bas, ton chauffeur Uber, c'est aussi un valet, il a aussi 2 autres emplois en même temps. Donc les jeunes comme vous raisonnent déjà comme cela, en se disce je peux avoir 3 jobs en même temps. Ce n'est pas un problème. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'ils se disent je vais faire ce qu'il faut pour vivre, en attendant de faire quelque chose qui va être plus grand, qui va me permettre de faire plus de choses dans le futur. Et il y a beaucoup de gens qui vont plus vers les emplois traditionnels et qui se disent je vais me lancer, j'ai une idée, j'ai un marché. Et ça ne vous fait pas peur, ça? Non, parce que je pense que c'est aussi quelque chose de culturel. Il y a des cultures où on a peur des challenges, des choses qui ne sont pas traditionnelles. Il y a des cultures où on se dit, je vais me lancer, je vais faire quelque chose. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au Maroc, par exemple, on a l'esprit entrepreneurial? Ça commence, je pense que ça commence. Ce n'est certainement pas au niveau des US.
Je pense en Europe, ils sont encore un peu en arrière par rapport à la culture américaine. Et ça vous voyez commence tout le l'Europe temps comme rétrograde, vous, du Maroc? Non, des US. Non, le Des Maroc, US. l'Europe, c'est sûr. Mais je pense que ça vient d'en haut. Ça vient de comment les politiciens changent les programmes sociaux, comment leur speech politique est défini. Ils devraient mieux accompagner les politiques, vous pensez justement, ce mouvement que vous décrivez? Je pense que ça commence. On était avec Anne Hidalgo, la maire de Paris hier, elle nous disait j'ai un comité de jeunes de moins de 25 ans qui nous donnent des idées, qui essayent de faire connaître leur voix, parce qu'aujourd'hui, la moitié des personnes sur la planète ont moins de 27 ou 30 ans. Loïc Lemeur, vous êtes d'accord avec... Est-ce que justement les politiques sont un peu en retard face à cette accélération? Les politiques, en France, en l'occurrence, vu des entrepreneurs, moins ils nous mettent de bâtons dans les roues et plus on est heureux. Je pense qu'il ne faut surtout pas attendre quoi que ce soit de leur part. Il faut juste leur demander qu'ils arrêtent de nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, comment mettent-ils des bâtons dans les roues? Si vous regardez la Silicon Valley, c'est pas fait avec des politiques. Ça, c'est encore très européen. Moi, ça fait 8 ans que je suis à San Francisco. À chaque fois, je suis choqué de voir à quel point on attend à ce que les politiques... Ils font rien, les politiques. Ils mentent toute la journée. Ils n'accompagnent pas ce mouvement. Dans notre génération, pardon... Allez, je vais l'élargir à 43 ans. Mais cette génération-là ne croit plus la pub. 30% des gens qui sont sur Internet bloquent les publicités. Aucune confiance à la publicité. Ont moins de confiance. Ça permet de financer des sites la pub. Plus. 30% des revenus des médias sont en train de disparaître à cause du blocage de ces publicités. Le seul qui s'en sort à peu près, c'est Facebook, avec des publicités plus intelligentes dans lesquelles vous dites « je ne veux pas voir ça » et qui apprend de ce que vous publiez. Ils ne font pas confiance, ils font moins confiance à la presse par rapport à leurs amis et leurs familles. Donc ça, c'est à nouveau Facebook. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils font beaucoup moins confiance pour faire un choix d'un produit, par exemple, pour acheter quelque chose ou prendre une décision. Ils regardent plus ce qu'on dit dans la presse, enfin, ils regardent moins que leurs amis. Ce que disent leurs amis importe beaucoup plus qu'une pub ou ce que raconte un journaliste. Donc c'est l'interactivité. Et les politiques, ils se rendent bien compte... En fait, on passe d'une génération dans laquelle on mentait. Les marketeurs sont les meilleurs menteurs au monde. La plupart des pubs... Vous ne parlez pas des politiques, mais des marketeurs c'est également. pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont vous raconter qu'une chose va se produire, puis faire l'inverse derrière. Je sais, parce que moi, j'ai soutenu Sarkozy pendant 3 mois. C'était sur une nation d'entrepreneurs. Il ne s'est rien passé après. Et je pense que c'est fini tout ça. Ce qu'on veut, nous, c'est de la confiance. C'est d'être capable, quand vous dites quelque chose, de le faire. Et c'est une génération totalement nouvelle qui veut une totale transparence. Et donc, moi, j'attends rien du tout des politiques. J'attends juste une chose, c'est qu'ils nous laissent faire notre travail beaucoup plus facilement. Emmanuel Macron, par exemple, il incarne un peu tout de même Il incarne cette complètement, je pense, oui. Pour l'instant, il communique très bien, il malheureusement. est aujourd'hui à Davos. Oui, je l'ai vu ce matin. Ces réformes, le problème, c'est que c'est le président et le Premier ministre ne le laissent pas. La première loi Macron n'a pas été particulièrement appliquée. La deuxième a été annulée, c'est ce qu'il a dit ce matin. Là, donc il essaie de changer la France. Il parle beaucoup d'entrepreneurs, c'est fabuleux. Maintenant, il faut juste simplifier, si on parle de la France, il faut juste simplifier à nouveau, nous laisser faire notre travail. C'est-à-dire, si ça ne va pas, il faut qu'on puisse licencier. Ça, c'est très polémique. Donc ça, c'est la réforme du marché du travail, oui, ce que demandait Pierre Gattaz ce matin. Il faut arrêter de demander aux gens de travailler moins. Je ne sais pas comment on a pu faire une loi comme les 35 heures, je ne sais pas comment elle est encore là, je ne comprends pas ça. Et ensuite, il faut juste nous simplifier notre travail. C'est beaucoup plus facile de créer une entreprise que de trouver un emploi. Alors en même temps, les machines pourraient justement nous laisser plus de temps. Ce que vous disiez, Mathieu Ricard. Donc on pourrait justement travailler moins et peut-être plus profiter de la vie si les machines prennent la place des humains. Je veux dire, ça dépend. Si une tâche est passionnante, on est content de la faire. Si c'est un truc qui vous prend beaucoup de temps et qui finalement vous mange du temps que vous pourriez consacrer à d'autres choses, à être avec vos amis, à être dans la nature, à écrire, à faire tout ce que vous voulez, je ne sais pas, rester tranquille avec vos enfants. C'est pas votre vision, Loïc Lemeur. Si. Non, mais même à travailler à fond. Libérer du temps. Moi, si vous voulez, j'ai pris ma retraite à 26 ans au point de vue financier. J'ai pas la sécurité sociale pendant 35 ans. Mais je n'arrête pas du matin au soir, dimanche compris. Pour moi, l'idée de vacances, ça n'a pas de sens parce que je me consacre à des choses qui me passionnent, des projets humanitaires, sauvegarder des textes du bouddhisme tibétain, écrire, photographier. Donc les technologies pourraient libérer les passions, finalement?
Certainement. Moi, je suis ravi d'avoir un appareil photo digital. Ça me permet de m'éclater, alors qu'avant, j'économisais les pellicules, etc. Et puis la confiance, je crois qu'effectivement, que les réseaux, ça apporte beaucoup plus de confiance parce que, ce que vous voulez, il n'y a rien de pire dans une entreprise qu'il n'y ait pas de communication entre le haut et les employés, qui soient dans leur tour d'ivoire. Tandis que là, si c'est un truc beaucoup plus de auto-organisation, de gens qui font en change des choses et qui réussissent à amener à bien un projet, c'est basé sur la confiance. La confiance est un phénomène essentiel dans la société. Or, elle a beaucoup baissé en général. Si vous voulez, il y a 50 ans, il y avait un sondage d'opinion qui disait 60%. Mais en quoi est-ce que les technologies pourraient justement créer de la confiance? C'est une possibilité, je dis positive, de communiquer ensemble, c'est d'établir un réseau de confiance. Et si ce réseau de confiance est aussi fondé sur la coopération de l'altruiste, on peut effectivement ensemble mieux faire que si on est isolé dans son coin. Il y a du potentiel, parce qu'on parle aussi du totalitarisme, de la transparence, Loïc Lemerre, justement, sur les réseaux sociaux, de la haine. Enfin, il y a quand même, on trouve à peu près de tout. Oui, on trouve de tout, comme on trouve de tout dans la vie, partout. Et c'est vrai que ça se propage très facilement. Mais c'est pour ça que l'idée que les valeurs, la sagesse, l'altruisme, la solidarité sont des valeurs désuètes, c'est complètement loufoque. Parce que c'est précisément ce qui peut éviter de tomber dans la dérive. Les gens qui se briment sur l'Internet, et il y a des gens qui se suicident parce qu'on dit du mal d'eux sur Facebook, c'est quand même terrifiant. Moi, je sais que je suis très positif là, mais franchement, la génération qui est en train de se développer est beaucoup plus globale. Tu le disais d'ailleurs, elle a beaucoup moins de focus sur un pays en particulier. Moi, je me sens vraiment un citoyen du monde. Et je fais aucune différence à travailler avec quelqu'un de quelconque origine sociale, de quelconque origine évidemment géographique et raciale, je vais le dire, et aucune. Mais ça me fait, pour moi, je comprends pas. Et je pense que l'Internet est en train vraiment de partager ces valeurs-là. C'est très difficile d'être raciste en public aujourd'hui sur Internet. Essayez, écrivez là-dessus, vous allez voir. C'est-à-dire tout de suite, c'est très très difficile. Mentir, les valeurs dont parle Mathieu sont en train de devenir standards. Et alors après, en effet, il y a des groupes malheureusement qui ne comprennent pas. C'est un manque d'éducation, ça va venir. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Et pour citer Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, que j'ai interrogé cette semaine justement sur ce rapport sur la destruction d'emplois, lui aussi dit que c'est très difficile finalement d'évaluer l'impact de cette 4e révolution sur l'emploi et sur la croissance, sur l'économie et la société. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.